Je voulais amorcer justement le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui avec ça, parce que l'état de grâce, trouver son pourquoi, trouver sa passion, trouver ce pourquoi on est fait, c'est quelque chose qui est à la fois très complexe, mais la quête est tellement géniale que je me suis dit, je vais quand même essayer de vous donner un maximum on va dire de tips, si je peux en tout cas, dans toutes les études que moi j'ai pu faire, dans toutes les recherches que moi j'ai pu faire, et la plupart du temps pour moi, pour partager ça avec vous et se dire, ben voilà, on y va ensemble. Je ne prétends pas avoir la réponse, mais par contre, on va essayer quand même, c'est important. Je voudrais vous raconter l'histoire du petit Matt. Matt, il est aux États-Unis, il vit aux États-Unis, c'est un enfant américain, et il est à l'école, et il est plutôt bon à l'école, mais par contre, il s'ennuie profondément et surtout, il est extrêmement passionné. Donc comme il s'ennuie à l'école, il est plutôt bon, ça va, il se débrouille bien, il s'ennuie, il fait que dessiner. Et donc il dessine, il dessine, il dessine, et évidemment, au bout d'un moment, les professeurs lui disent Matt, t'es peut-être un peu doué, mais ce serait pas mal quand même que tu écoutes le professeur, au moins fais semblant, fais quelque chose, mais voilà. Et il développe une aptitude incroyable, il dit ok, c'est ce qu'on attend de moi. Il se met en fait à regarder le prof, à avoir l'air intéressé, et il dessine quand même. Malgré tout, parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il anime, c'est ce qui le passionne, c'est ce qui l'éclate, c'est ça. Et il n'a pas de cours de dessin, donc du coup, il fait ce qu'il peut, donc il dessine comme il peut. Puis il arrive au secondaire, donc étape suivante, et là, au secondaire, il a enfin des cours de dessin. On peut donner des cours de dessin, sauf que les cours de dessin, ça ressemble un petit peu à Soul, le film que je viens de vous montrer là, c'est-à-dire qu'en gros, le prof, il s'en fout, les élèves, ils s'en foutent, enfin, c'est compliqué en fait, il n'y a pas de passion là-dedans. Mais lui, quand même, il se dit, tu sais quoi, il y a quand même une opportunité là-dedans. Il y a quand même une opportunité de pouvoir dessiner malgré tout. Donc du coup, il décide de dessiner et d'utiliser le matériel et l'outil qu'on lui met à disposition pour dessiner. Et chaque cours de dessin, il dessine jusqu'à 30 dessins. Tout le temps, à chaque fois. Donc le mec, il itère, il fait tout le temps des dessins, tout le temps. Et alors l'université quand même lui dit à un moment donné, il lui dit bon écoute, et ça serait bien parce que tu es en train d'épuiser tout le stock de papier et de stylos et de matériel, donc c'est un mec, tu te calmes un peu, et quand même il trouve toujours le temps de continuer. Et au bout d'un moment, il a cette attitude-là, il a ce talent-là, cette passion-là, il se rend compte qu'il arrive à une phase de plateau. C'est-à-dire que il y a plein de dessinateurs qui sont super forts autour de lui, il se met avec, on va dire, dans une logique de concurrence aussi, où il y a du monde, et il se rend compte qu'il n'arrive plus à progresser. C'est-à-dire qu'il est à fond, il dessine, mais il ne progresse plus. Je dis, putain, mec, qu'est-ce que je vais faire en fait? C'était ma passion, c'est la seule chose qui me donne envie de vivre et tout ça, et je ne progresse plus. Qu'est-ce qui se passe? Et là, plutôt que de se dire, tu sais quoi? En fait, en réalité, ce qu'il aime, c'est dessiner, lui. Il n'aime pas forcément être meilleur que les autres. Donc en fait, il dit, tu sais quoi, je vais continuer à dessiner, mais par contre, il y a d'autres sujets qui m'intéressent. J'adore tout ce qui est storytelling. J'aime raconter des histoires avec mes dessins. Et je suis très surpris de voir qu'il y a des gens qui dessinent beaucoup moins bien que moi, mais qui arrivent en racontant des histoires, en faisant des dessins, à gagner plus d'argent que moi, à faire des gros succès, des trucs incroyables. Parce que lui, il est connu de nulle part, quoi. Il dit, tu sais quoi, je vais m'intéresser au storytelling parce que ça m'intéresse, ça aussi. Et puis il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est l'humour satirique. L'humour en général. L'humour satirique, c'est quelque chose que j'aime donner ma voix, exprimer les choses avec humour, parce que c'est ça qui me plaît. Et là, du coup, il se met à s'entourer. Il se met à s'entourer de personnes qui sont bons dans le storytelling, des copains. Et puis là, le week-end, au lieu d'aller boire des coups et se bourrer la gueule, en fait, lui, il fait des BD. Et c'est son truc, il fait plein de BD, tout ça et tout. Et de sa vie, il a toujours pensé que ça marcherait jamais. Et il s'en foutait. Il disait, tu sais quoi, moi je m'en fous, ça marche pas, mais il imaginait même qu'il finirait marchand de pneus, ou alors travailler dans une usine de pneus, et que pendant ses pauses, il dessinerait, et ça le rendait heureux parce qu'il s'en fout. Il fait ce qu'il aime, en réalité. Il se donne quand même les moyens, et il dit, tiens, je vais quand même aller à Los Angeles, pour voir ce qui se passe là-bas. Et à Los Angeles, il obtient un rendez-vous avec la Fox. Fox, une très grosse chaîne de télévision, et la Fox lui dit, on aimerait, Matt, que vous nous pitchiez une mini-série d'une 20aine de minutes. Et il arrive au rendez-vous et il a zéro idée. C'est quand même un rendez-vous assez important quand même quand tu es avec la Fox. Tu te dis quand même, je vais essayer de ne pas déconner. Mais lui, non, il y va freestyle, les mains dans les poches. J'ai essayé de... Et ce jour-là, quand il pitch le dessin animé, il pitch les Simpsons. Et Matt Groening, en fait, c'est le fondateur des Simpsons. Et c'est dingue parce que... Alors si on peut montrer peut-être l'image de Matt... ici, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a cru en lui, Matt, et une des seules personnes qui a cru en lui, c'était sa professeure, qui s'appelait Madame Hoover, je crois, de mémoire, et il en a même fait un personnage dans les Simpsons.
tellement il a aimé cette professeure et cette dame-là. Alors, Matt Groening, en fait, ça fait, je crois, depuis 1989 que les Simpsons existent. Le mec est multimillionnaire, ok? Mais c'était pas ça le but. Le but, c'était qu'il continue à faire ce qu'il aimait toujours. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce qui a fait sa réussite, ce qui a fait les étapes par lesquelles ils sont passés. On a un monsieur aussi qui s'appelle Wallace Chan. Alors, je ne sais pas si on peut passer la slide après. Ici, alors, Picasso aussi, c'est vrai. Picasso, en fait, souvent on pensait que Picasso ne savait pas dessiner. En fait, on pensait que Picasso, il n'a pas ce talent de dessiner. En fait, Picasso savait extrêmement bien dessiner. C'est juste qu'il savait à chaque fois se réinventer. Et à chaque fois, dans chaque période de vie, il savait à chaque fois aller où était le meilleur et redéfinir et transcender ce qui était le meilleur. Et à chaque fois, il a changé de style tout le temps. Il s'adaptait toujours. Et ça, c'est le pouvoir d'adaptation, c'est hyper important. Et Wallace Chan, qui est la slide juste après, ce monsieur-là, c'est un monsieur qui arrive à faire des portraits. C'est un joaillier, un tailleur de pierre, dans des aigues marines, toutes petites comme ça. Le mec, en termes de talent, il est là. Et ces mecs-là, que ce soit Picasso, parce qu'il n'a pas eu tout le temps autant de richesse, Picasso, que ce soit Wallace Chan, que ce soit Matt Groening, ils s'en foutaient complètement de savoir s'ils allaient être payés ou pas. Évidemment, si ça venait, on prend. Les gars, c'est important quand même. On va quand même prendre l'abondance, mais c'est pas ce qui comptait pour eux. Ce qui comptait, c'était d'abord de faire ce qui lui plaisait profondément. Et je crois que cet état de flow, c'est vraiment quelque chose à essayer de récupérer chez soi, cette étape de talent. Alors, si on prend l'exemple, du coup, on peut enlever, hein, je vous remercie beaucoup. Si on prend l'exemple de ces gens-là, de Matt Groening, de Wallace Chan, de Picasso, et surtout l'histoire de Matt, on se rend compte qu'au début, quand il commence à dessiner sans regarder, c'est que c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Il a en fait une aptitude naturelle au dessin, mais cette aptitude-là, si on n'y accroche pas derrière la passion, ça ne devient pas un talent. Une aptitude, ce n'est pas forcément un talent. Et des fois, on a l'envie, mais comme on n'a pas forcément les aptitudes naturelles, mais on n'y va pas forcément. Je prends mon exemple personnel. Moi, j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, en tout cas, j'aurais aimé être chanteur professionnel, faire de la musique tout le temps. Et mes aptitudes, j'avais plutôt de bonnes aptitudes de chant, en tout cas, je pense, pas trop mauvaises, mais au bout d'un moment, pareil, je suis arrivé à un plateau. Et ce plateau-là, je l'ai redessiné comment? En me disant, ben, regarde, t'aimes bien la représentation, t'aimes bien la scène, moi c'était pas tant le chant, j'aime le chant hein, toujours, mais ce qui me plaisait, c'était de me représenter et d'impacter les gens, de toucher les gens. Ben, j'ai réinventé ça en devenant conférencier. Tu dis, ben, c'est cool, c'est la même chose, et ça me rend encore plus heureux. Je réinvente les choses, ok? Donc, Matt, ce qu'il a, c'est qu'il a des aptitudes. Et quand il a ces aptitudes, après il dit, ben, je vais redessiner les choses, je vais dire, tiens, je vais m'intéresser au storytelling, je vais m'intéresser à l'humour, et je vais accrocher d'autres activités qui vont faire que je vais devenir unique d'une certaine manière, de la seule manière que je sois. Et au début, les Simpsons, d'ailleurs, c'était le premier dessin animé satirique qui est sorti. Il n'en existait pas d'autres à l'époque, ou en tout cas pas connu, ou pas aussi connu. Ensuite, ce qu'il avait, c'est qu'il avait cette vraie passion. Donc l'aptitude était attachée à la passion, et du coup, il était tellement passionné, tellement à fond, que du coup, il dessinait tout le temps, et qu'il s'en foutait du temps qu'il y passait, parce qu'il était tellement passionné qu'il faisait tout le temps ça. Et c'est OK. Et ça génère le talent. Et ensuite, quelle attitude également il a face à l'adversité. C'est-à-dire que l'adversité, je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment l'école lui dit, bon arrête de dessiner trop, il est obligé de s'adapter. À un moment donné, il arrive à un plateau, il estime qu'il n'a plus trop le talent de se battre contre les autres dessinateurs sur ce plan-là, donc du coup il va choisir une autre voie pour se redéfinir, il s'adapte. Et également son père, son propre père qui est cartooniste, lui dit, franchement c'est un métier trop difficile, fiston, fais autre chose. Fais un autre métier, mais ne fais pas ça, c'est trop dur. Okay, donc ça, c'est, même malgré les entraves, en fait, il arrive à avancer, il arrive à progresser. Et ensuite, on a cette notion de lucidité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il arrive à sa phase de plateau, il dit, OK, j'arrive à ma phase de plateau, j'ai l'impression que je vais me voir comme un loser si je continue là-dedans et que j'arrive à ce plateau-là. J'étais bon toute ma vie, OK, mais là, si je veux aller à l'étape supérieure, au step supérieur, il faut à un moment donné que j'arrive à me réinventer, que je fasse autre chose. Et il se trouve que je m'intéresse à d'autres choses, le storytelling, à l'humour, à tout ça. Et ça, c'est des choses que j'aimerais que vous pensez-y pour vous. Quelles sont vos aptitudes? Quelles sont vos passions réelles? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Comment est-ce que vous réagissez à l'adversité? Si je prends ne fût-ce que mon exemple personnel, ça n'a été que ça toute ma vie. Répondre à l'adversité, répondre à ça, comment est-ce que je peux me réinventer? Alors, j'ai été plus lent que les autres. Hein. Je prends par exemple l'exemple de ma mère. Ma mère, à 9 ans, elle savait qu'elle allait être chanteuse et qu'elle allait foncer, et c'était OK. Et tant mieux,
c'est ok. Moi, de mon côté, il m'a fallu plus de temps parce que je lâchais pas. Parce que, à un moment donné, je voulais être chanteur et je voulais continuer dans cette voie-là. Mais ok, pour la composition, c'est un métier. J'ai un de mes meilleurs amis qui est dans la salle également, qui s'appelle Toufik, que vous avez rencontré si vous étiez au séminaire ouais, l'année dernière. Ouais, il était incroyable. Et c'est un producteur de musique incroyable. Et il a produit avec les Américains, il a produit le dernier album de Booba, il a produit Akon, ou je ne sais pas si vous connaissez un chanteur américain, donc il est très très connecté à tout ça. Et Toufik, depuis qu'il est tout jeune, il sait qu'il veut faire de la musique. S'il ne fait pas de musique, il meurt. C'est pas possible, quoi. Et il a trouvé ça très vite, mais pendant très longtemps, il a galéré. Financièrement, c'était compliqué. Il a vraiment, vraiment galéré, mais il s'en foutait. Parce que, dans l'absolu, bah, il faisait ce qu'il aimait, il exprimait ce qu'il voulait, voilà, et il s'est fait découvrir, il avait 28 ans. Et ça en fait des années à galérer, hein. Ça en fait des années à croire qu'on peut être produit, tout ça. Malgré tout, c'est ça. Et donc, ce que j'aimerais que vous trouviez en vous, et que vous essayiez de trouver en vous, c'est qu'est-ce qui vous anime vraiment. Sans vous dire, bah oui, moi c'est telle chose qui va m'animer, et puis je veux y aller absolument, on va en parler des limitateurs de tout ça. Je voudrais vraiment que vous trouviez ce qui vous intéresse vraiment, ce qui vous anime profondément au fond de vous, et que vous feriez même si vous n'étiez pas payé. Parce que si vous trouvez ce truc-là, et qu'après vous y mettez une réalité économique derrière, ça sera beaucoup plus facile pour vous de foncer. On tente le coup sur cette conférence, on tente le truc, voilà. Et après, il avait un truc aussi, Matt, c'est qu'il s'est entouré. Vous vous rappelez, hier j'en ai beaucoup parlé, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Vous avez vu les amis que j'ai, qui sont tous passés sur scène. Je veux dire, c'est tous des potes. Prenez David le premier, prenez Michel Destruel, vous prenez Annick Laprate, ce sont des amis de cœur, hein, des gens que je connais depuis longtemps. Alors, pour le mariage de François Lemay, c'était peut-être 4 ans, 5 ans pour Annick, quand je suis allé la voir en disant Annick. Mais c'est vrai, bon, voilà, c'est vrai que la rencontre s'est faite un peu comme ça, mais parce que je la connaissais, que j'adorais ce qu'elle faisait. Je me suis intéressé à elle, on est devenus vraiment potes. Michel, on s'est croisés dans un aéroport en allant à Tony Robbins, le truc de fou. Et puis on a connecté, mais on n'a pas connecté d'un point de vue business, on a connecté d'abord par le cœur. Et après, j'ai vu le talent de ces gens-là, et on s'est fait grandir ensemble. Et eux, lui, Matt Groening, avec ses potes, c'est pareil. Les gens qui faisaient du storytelling, les gens qui faisaient de l'humour, tout ça, avec qui il travaillait pour faire des BD, tout ce qu'il a créé, c'était la passion. Et surtout, il s'est entouré de personnes qui étaient dans son même mood que lui. Et vous, c'est pareil, là. Vous êtes ici, tous les gens qui sont autour de vous, on en a parlé hier, sont des leaders, des futurs leaders. Et je sais que chacune des personnes d'entre vous, si vous apprenez à vous connecter comme il faut, vous êtes capable de créer, mais le prochain Netflix, vous êtes capable de créer le prochain Uber, vous êtes capable de tout, en réalité, tous ensemble. Donc c'est un élément qui est important, la notion de s'entourer. Et ensuite, il y a cette notion de quand même si on se dit qu'on ne fait pas ça forcément pour l'argent, on se dit qu'aller quand même jusqu'au bout de la démarche et aller chercher l'opportunité, y aller à fond. On se donne les moyens. Je me rappelle la première année, quand j'ai voulu me lancer dans le monde de l'infoprenariat, dans ce grand monde-là, je me rappelle, il y avait des formations à acheter. Et puis, il y en avait beaucoup. Et puis, ça coûtait cher. Ça coûtait un bras. Et puis, c'était pas aussi, on va dire, aussi complet que les formations d'aujourd'hui. Tu avais une formation sur le copywriting. Ah ben oui, il faut que tu apprennes maintenant à faire des pages de vente. Ah, il faut que tu apprennes à faire des tunnels de vente. Enfin, j'ai investi 25 000 euros. Il y avait des gens dans mon entourage qui me disaient, est-ce que tu serais pas un peu un pigeon ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui passe, tu l'achètes. Mais vraiment, c'était un truc de fou. Et je faisais tous les événements. J'ai connecté avec beaucoup de monde, j'ai connecté avec toutes ces personnes-là, et ces gens-là, par la suite, m'ont donné ma chance. Mais avant tout, je me suis donné la chance, je me suis donné l'opportunité de pouvoir avancer. Et je me suis donné les moyens. C'est-à-dire que j'allais au séminaire, ça me coûtait plein d'argent, tout ça. Et au début, à blanc, parce que ça ne me rapportait rien au début. J'ai fait ça pendant 1 an, à cramer 25-30 000 balles, à ce que ça me rapporte rien du tout. Aujourd'hui, je suis content de les avoir investis, hein, je ne vous cache pas. Parce que c'est ça qui m'a permis de me connecter avec tout ce petit monde. C'est ça qui m'a permis d'exprimer mon talent, qui était le talent relationnel avec ces gens-là. C'est ça qui m'a permis de trouver ma famille entrepreneuriale. Et c'est super important de trouver ça. Sans être un lourd, j'étais pas là pour prendre, j'étais là pour donner. C'est tout. Juste je donne. Viens, de quoi t'as envie ? Je te fais rire ? Ok, ben viens, on rigole ensemble. Je peux t'apporter quelque chose, je peux peut-être t'aider à dépasser quelque chose dans la vente, parce que c'est une de mes spécialités, je t'aide à le dépasser. T'as envie de travailler sur ton intelligence relationnelle ? Je peux t'aider, je t'aide à le dépasser. T'as envie d'une conférence sur un truc ? Je te la fais si tu veux. Tu as envie que je sois bénévole ? Je te le fais si tu veux. J'étais là pour donner, et ce qui fait que j'ai donné, je me suis donné l'opportunité de pouvoir me rapprocher de ces gens-là. Il y a une jeune fille, un jour, qui m'a contacté, qui s'appelle Missy, et elle était venue à un séminaire comme ça, et c'est une danseuse, et elle me dit ouais Yaya, écoute, moi j'ai pas de moyens, j'ai pas d'argent, je peux pas investir comme toi de l'argent, toi tu étais directeur commercial, moi je peux pas.
j'ai pas les moyens de tout ça. Je dis, ben, tu sais ce que tu pourrais faire, c'est donner et offrir de ton temps. Pour te donner les moyens de te rapprocher des gens qui t'inspirent. Essayer de prendre peut-être la chose et voir l'arrière-boutique, les choses que les autres ne voient pas. Ben, tu peux investir, mais tu peux aussi donner du temps. Peut-être dire, ben, tiens, j'ai envie d'être bénévole à ton événement. J'ai envie, tiens, je vais investir un petit peu plus pour me connecter à toi. Ici, on a des personnes qui ont acheté leur place 1 500 € pour 3 jours. Ils l'ont acheté, pourquoi? Pour être plus proche de David, de moi, de voir comment ça se passe en backstage et tout ça. Ces gens-là ont la bonne attitude. Je vous like, d'accord. Merci beaucoup. Je vais m'acheter un scooter grâce à vous. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, c'est génial, c'est génial. Bravo d'avoir investi comme ça. Donc, donnez-vous les moyens, en fait, de faire ce que vous pouvez. Et vous n'êtes pas obligé de mettre que des moyens d'argent. Parce que Missy, elle me dit, oui, Yaya, elle me dit, bon, ok, je lui donne le conseil là. Et un jour, je vais à un séminaire et je paye 2 500 € pour faire une journée de séminaire. C'était un séminaire de pointe, genre, avec que des intervenants qui étaient très forts en marketing, tout ça et tout. Et puis, je me dis, c'est toujours bien de prendre des infos. Là, j'avais quand même les moyens, donc je pouvais me permettre de faire ce séminaire-là. Je me suis royalement fait chier au séminaire, je vous le dis. Mais par contre, quand j'y suis allé, qui je vois à l'accueil? Eh bien, Missy. Elle était là, elle était à l'accueil, elle s'est connectée, ça lui a permis de connecter avec tous les speakers qu'il y avait là, de se connecter et d'avancer dans son business grâce à ça. Il y a toujours moyen de se donner les moyens. C'est ça que je veux vous dire. Et Matt, c'est pareil. Il est allé à Los Angeles à un moment donné. Peut-être qu'il n'avait pas d'argent, mais il s'est donné les moyens. Donc ces points sont importants. Okay, la morale, ce que je veux que vous reteniez de cette histoire-là, c'est que quand on veut aller quelque part, quand on est passionné, on peut toujours trouver le moyen de se dépasser, de dépasser ses limites. Et c'est un point en tout cas qui est extrêmement important. Et il y a en fait, ça me fait penser à la stratégie Océan Bleu. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, La stratégie Océan Bleu. Il y a un exemple, alors c'est comment est-ce que je peux trouver des espaces stratégiques qui ne sont pas déjà empruntés. Océan Bleu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de poissons dans un bassin. On va dire si on est le seul poisson dans le bassin, ben, l'océan est bleu, c'est génial, on nage, on est tranquille, super. Puis au bout d'un moment, comme il y a un poisson qui vous a vu et qui a dit « Tiens, c'est vachement sympa ce qu'il fait lui, je vais faire la même chose ». Au bout d'un moment, il y a 2 poissons, puis 3 poissons, puis 4 poissons. Puis au bout d'un moment, l'océan, il devient trop petit pour tous les gens qu'il y a à l'intérieur. Et il devient rouge parce que les gens se mangent entre eux. Et c'est ce qui fait que souvent, quand on est coach, quand on est thérapeute, on se dit bah, « les coachs et thérapeutes, il y en a un paquet. Hein ». Il y en a un paquet, donc du coup, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Vous vous rappelez, hier, on parlait d'Internet, de la rue d'Internet. Cette rue d'Internet est tellement grande que pour faire sortir du lot, c'est difficile, en fait, c'est compliqué. Et donc, il y a un monsieur qui a été très très fort là-dessus, il s'appelle Guy Laliberté, un Québécois, encore. Un garçon incroyable. Ce monsieur-là, il a observé ce qui se passait. Déjà, il a observé le spectacle, il se disait, tiens, c'est rigolo. Quand les enfants, les parents invitent les enfants ou amènent les enfants au cirque, les parents se font chier. Franchement, ils s'ennuient vraiment. Ils sont au cirque avec Bozo le clown. Ok. En gros, les enfants s'éclatent, les parents s'ennuient. Quand les parents vont faire une soirée, vont voir un beau spectacle, les parents s'éclatent, les enfants s'ennuient. C'est dit, viens, je crée un mix entre les deux. Je vais prendre le cirque, je vais arrêter les animaux parce que c'est pas ce que je veux, et je vais créer un vrai spectacle qui peut à la fois émerveiller les parents et émerveiller les enfants, et il a créé le Cirque du Soleil comme ça. Alors, Cirque du Soleil dans mauvaise posture aujourd'hui, c'est ok, ils ont été rachetés, je ne sais plus, mais ça a fait un succès incroyable. Et évidemment, non seulement il a créé le Cirque du Soleil, mais également derrière, toute une machine marketing hyper habile, hyper intelligente, hyper brillante. Et donc ça, c'est un point que je peux vous donner aussi, c'est que de vous dire, qu'est-ce que je peux réinventer, okay? Comment est-ce que je peux, au travers de ce que je sais faire, de mes aptitudes, de mes talents, de ce que où j'ai envie d'aller, comment est-ce que je pourrais peut-être me dire, je vais essayer de voir si je ne peux pas combiner tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait au début, quand on a commencé à j'ai commencé à dire, j'ai dit, je vais être chanteur. Ok, j'aime la représentation. Ok. Quand je me suis posé les 3 grandes questions à se poser quand on est en reconversion professionnelle, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, et qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce que j'aime faire? Ça a été, ce que j'aime faire, moi, c'est, j'aime Internet, j'aime ça. J'aime aider les gens. J'aime la geekerie, tout ça. J'aime le chant, j'aime la représentation. J'ai plein de choses que j'adorais. Après, j'ai dit, qu'est-ce que je sais faire? Tiens, a priori, je ne suis pas trop mauvais pour tout ce qui est management. Je venais de faire de la vente, j'étais directeur commercial, j'avais fait mes preuves là-dedans, je savais manager, je savais avoir un peu de leadership, je savais animer un groupe, Je disais, tiens, je peux être pas mauvais là-dedans. Tiens, je vais aller là-dedans. Et après,
Qu'est-ce que j'aime bien? Qu'est-ce qui me rend unique? Là, j'ai demandé à mes potes. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que je suis unique? Et là, ma mère, mon père, la famille m'ont dit, ah, bah, tu sais, moi, j'aime bien discuter avec toi. Je trouve que tu as une oreille hyper compatissante. Tiens, je trouve, et des choses que même moi, hier, on disait, hein, je ne sais pas me regarder, mais je ne savais pas me regarder. C'est-à-dire, les gens me disaient, ah, et puis je trouve que tu me fais rire. Ah, puis tu as un talent pour ça. Ah, puis quand j'ai un problème, je viens te voir à toi. Je dis, bah, tiens, de tout ça, je vais créer un truc qui va faire que je vais me sentir bien. J'ai envie de tout mixer. Et quand j'ai tout mixé, je me suis dit, bah, je vais coacher des gens à être des meilleurs vendeurs. Et j'ai commencé mon business comme ça. Et puis j'ai commencé à faire un petit peu de coaching et je me suis rendu compte en faisant du coaching que j'étais un peu TDA. Ce qui fait que moi, coacher une personne pendant 1 heure, en restant concentré pendant 1 heure, ah, c'est compliqué, hein. J'étais là, je dis oui, bon, ok. Et donc vite, j'ai commencé à faire de l'argent. Ça commençait à marcher bien parce que je m'étais formé au marketing, tout ça. Mais je me suis vite dit, il faut que tu changes de stratégie. Et après, j'ai commencé à me donner l'autorisation, à me dire, ok, peut-être que tu peux, faire des conférences. Tu n'as jamais fait ça, mais peut-être que tu peux. Ok, qui c'est qui fait des conférences? Comment est-ce que tu peux te former auprès des meilleurs? Et là, il n'y avait personne. Donc là, j'ai lu des bouquins, je me suis démerdé, j'ai commencé à mettre sur le marché. Après, j'ai dit, ok, je veux monter sur scène. Ok, qui est-ce qui peut me faire monter sur scène? Je demandais, scène, je voyais que c'était bloqué de tous les côtés. Bon, ben je vais créer ma scène alors. J'ai créé la journée de l'audace comme ça. On faisait ça avec des potes, on faisait ça. Oui.